Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité avec une récolte céréalière prometteuse. La wilaya de Gherdaya renforce ses capacités de stockage avec la réception de 5 centres de stockage des céréales à grande capacité. Il sera question d'accompagnement adapté des enfants et des jeunes atteints de troubles du spectre de l'autisme ou de déficience intellectuelle dans une unité spécialisée à Misranem qui peut répondre aux besoins spécifiques de vos enfants. En France, la montée du racisme et de l'extrémisme révèle une situation préoccupante. La vice-présidente de la Chambre basse, Nadège Abomangolo, a été visée par un violent courrier raciste, ce qui a suscité une vague de réactions politiques en soutien à la députée insoumise. Au Maroc, les habitants de la vallée d'Eit Bougmez ont marché pour la dignité. Ils ont dénoncé un abandon étatique systémique face à un Marzane gangréné par la corruption et une politique d'expulsion forcée. Deuxième jour de la 24e édition du Salon international du tourisme et des voyages 2025. Plusieurs opérateurs touristiques étrangers participant au salon ont parcouru le pays du nord au sud, un voyage qui les a menés au cœur d'un tourisme placé sous le signe de l'authenticité et de la civilisation. Bienvenue à tous, nous entamons cette édition avec l'agriculture, avec une récolte céréalière prometteuse. La wilaya de Gherdaya renforce ses capacités de stockage avec la réception de 5 centres de stockage des céréales à grande capacité. Ces centres de proximité seront suivis de 3 autres et entrent dans le cadre d'une politique nationale pour accompagner les agriculteurs, valoriser la production locale et garantir une meilleure gestion des récoltes. Sophia Al-Alam et Amira Sfta. Sur les 8 centres de proximité de stockage de céréales censés entrer en service dans la wilaya de Gherdaya d'ici la fin de l'année, 5 ont déjà été réceptionnés. Les centres en question sont répartis sur les communes de Mansoura, El Ataf et Garara. Ces centres d'une capacité de 5000 tonnes chacun revêtent une importance capitale dans la conservation de la production agricole. Ils permettront, Inch'Allah, de gérer sereinement les prochaines campagnes de moisson-battage et encourageront également les agriculteurs à augmenter le rendement au niveau de la wilaya de Gherdaya. Nous avons signé une convention avec la coopérative des céréales et des légumes secs pour l'entreposage temporaire des récoltes, notamment du blé. La campagne de cette année s'annonce abondante et nous veillons à garantir les meilleures conditions de stockage. Un bon stockage permet une consommation prolongée des récoltes, tout en renforçant la sécurité alimentaire du pays. Ces centres garantissent également une qualité optimale de conservation conforme aux normes. Le nombre de camions sur place donne un aperçu sur la capacité de stockage de chaque hangar. Comme vous l'avez constaté, 5 centres sont entrés en service à la faveur de la signature d'une convention entre la CCLS et la direction des services agricoles. Les 3 autres centres, encore en travaux, devraient être finalisés avant la fin du mois de juillet. Ces infrastructures s'inscrivent dans la stratégie de l'État visant à intensifier la culture des céréales, considérée comme culture stratégique prioritaire, dans une logique de souveraineté alimentaire et de résilience face aux défis mondiaux. Nous allons parler ce matin des enfants ayant un retard du développement ou un retard intellectuel pour qui trop peu de structures leur sont réellement dédiées. À Misranem, il existe un centre spécialisé qui peut répondre aux besoins spécifiques de vos enfants et leur offrir un accompagnement adapté. Reportage Walid Yousfi. Il s'appelle Ayoub, il a 18 ans et il est atteint de déficience intellectuelle. Depuis 2 ans, il est pris en charge dans cette unité spécialisée située à quelques kilomètres du centre de Mostaganem. Elle accueille des enfants atteints de retard mental ou de troubles du spectre autistique, avec un seul objectif, leur offrir un accompagnement adapté à leur pathologie.
Mon fils a presque 18 ans. Le chemin a été long, difficile parfois. Mais grâce à ce centre, il a pu évoluer, gagner en autonomie et apprendre à communiquer à sa manière. Aujourd'hui, il est épanoui et pour moi, c'est l'essentiel. Une prise en charge individualisée, pensée en fonction du profil de chaque enfant. Ici, la psychologue commence par une évaluation complète avant de proposer un suivi adapté. Le but de cet atelier, c'est aussi de régulariser un peu l'état d'âme de Ayoub. Il passe par des moments parfois difficiles. C'est un adolescent de 18 ans qui n'a pas la facilité d'exprimer ses émotions quand on utilise le verbal. Dans ce centre, chaque progrès réalisé est le fruit d'un long travail d'équipe qui nécessite parfois une participation active des parents. Pendant les 2 années, maintenant, nous avons une feuille de route, ce qui est très important. Nous avons maintenant on a recensé tous les handicapés. Nous savons où ils sont, quels daïras, les daïras où ils sont centrés le plus, pour que la prochaine fois, quand on veut construire un centre, on saura où aller. C'est-à-dire, ça, c'est le plus important. Maintenant, il y a cette cellule qui est devenue comme une maison pour les parents en détresse, qui viennent ici à chaque fois taper à notre porte quand ils ont besoin d'un conseil. Concernant la cellule de suivi, elle a été mise en place afin de détecter les cas et les classifier. Avant de prendre en charge l'enfant, la cellule effectue d'abord un diagnostic rigoureux tout en proposant des formations au profit des parents. Le rôle de la cellule ne s'arrête pas là. Elle accompagne aussi les enfants présentant un spectre de l'autisme ou un déficit intellectuel tout en ayant des compétences à valoriser. C'est d'ailleurs le cas du jeune que vous avez rencontré tout à l'heure. Une orientation vers la formation professionnelle est envisagée pour son cas. Dans ce centre, chaque enfant évolue à son rythme. Une bulle de bienveillance où l'enfant apprend à communiquer, à s'exprimer et surtout à croire en lui. L'actualité à l'étranger à présent, d'abord la situation dans la bande de Gaza. Les négociations à Doha rencontrent des obstacles et des difficultés en mettant en cause l'insistance de l'entité sioniste sur un plan qui prévoit le maintien de ses forces sur plus de 40% de la superficie de Gaza. L'armée sioniste envisagerait de se déployer tout autour du territoire de plus de 2 millions d'habitants vivant dans des conditions terribles et de les entasser dans le sud de Gaza en préparation d'un déplacement forcé de la population vers l'Égypte et d'autres pays. Entre-temps, les bombardements sionistes continuent de faire des victimes. Au moins 19 Palestiniens, dont un enfant, sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce matin à travers le territoire dévasté par 21 mois d'agression. En France, la députée insoumise Nadège Abou-Mangolo, également vice-présidente de la Chambre basse, a été visée par un violent courrier raciste. Elle a déploré sur X, je cite, « Dans la France d'aujourd'hui, les racistes expriment sans complexe leur nostalgie de l'esclavage et de la colonisation ». Yasmine Saudi. Un an après son élection à la vice-présidence de l'Assemblée nationale française, Nadège Abou-Mangolo continue de déranger les extrémistes français en raison de ses origines. Elle a récemment reçu un courrier empreint de haine rédigé par un individu enfermé dans des idées racistes et discriminatoires. La lettre attaque ouvertement son statut de député et remet en question sa légitimité à occuper une telle fonction, la qualifiant de dérangeante. Des propos qui rappellent que malgré les apparences, certaines fractures profondes liées à l'origine et à l'identité restent bien présentes dans la société française. La France n'est pas vue comme le monde des possibles, pas vue comme désirable. Sa politique raciste, la répression politique, les tensions, la mise à mal des libertés publiques, on est dans une image corrompue. Ce message raciste a suscité une vague de réactions politiques en soutien à la vice-présidente de l'Assemblée nationale française. Certains responsables ont souligné qu'il ne s'agissait pas d'un simple dérapage verbal, mais bien d'une forme de racisme profondément enracinée qui menace les fondements même de la République. D'autres députés ont dénoncé des discours de haine et de rejet, estimant qu'ils visent directement celles et ceux qui ont brisé le monopole du pouvoir fondé sur la couleur de peau ou les origines. La question de la menace de l'extrême droite sur notre société, qui a le mieux analysé le fait que l'extrême droite est l'assurance vie du système, c'est-à-dire qu'elle est chargée d'organiser la sale besogne, diviser le peuple entre lui-même sur la base du racisme, sur la base de la xénophobie.
La montée du racisme et de l'extrémisme en France est nourrie par les discours haineux de l'extrême droite et amplifiée par les médias du groupe Bolloré. Derrière une façade de défense des valeurs républicaines, ces relais diffusent des propos discriminatoires, vidant la République de son sens et de ses principes les plus fondamentaux. Au Maroc, la colère populaire a résonné du haut des montagnes cette fois. Les habitants de la vallée d'Aït Bougmez ont marché pour la dignité. Ils ont dénoncé un abandon étatique systémique. Leurs revendications sont élémentaires. Une route praticable, un centre de santé fonctionnel, des écoles accessibles pour les enfants et un accès à l'eau potable, entre autres. Rina Lorari. Confronté à un régime du Marzen gangréné par la corruption et une politique d'expulsion forcée, la contestation populaire continue de gagner du terrain au Maroc. À Aït Bougmez, dans le Haut-Atlas, les habitants ont crié leur ras-le-bol lors de la marche de la dignité, dénonçant le isolement imposé, l'abandon de leur région et l'absence criarde de services essentiels. C'est une région à fort potentiel touristique, mais elle est totalement négligée. La route est en mauvais état et le réseau est inexistant. Il n'y a qu'un seul hôpital sans médecin, uniquement des infirmiers impuissants face aux urgences. Une réalité qui met en lumière le profond décalage entre les priorités du régime, entièrement tourné vers sa politique de normalisation, ignorant totalement les revendications légitimes des citoyens abandonnés à leur triste sort, qui ne réclament pourtant que le droit de vivre dignement. Nous sommes marginalisés. Notre région a besoin de projets de développement concrets. À travers cette marche, nous dénonçons la négligence dont nous sommes victimes et réclamons en priorité la réhabilitation de la route reliant Aït Bougmez à Azilal. Nous sommes prêts à marcher jusqu'à Rabat pour faire entendre nos revendications. On ne demande pas l'impossible, uniquement nos droits en tant que citoyens marocains. Marginalisés dans leur propre pays, les Marocains continuent de se battre pour leurs droits les plus élémentaires. Mais leur voix reste étouffée par le régime du Marzen qui continue de reléguer leurs revendications aux oubliettes. Retour à l'actualité nationale, deuxième jour de la 24e édition du Salon international du tourisme et des voyages 2025. Au programme de ce dimanche, une journée d'études sur l'innovation numérique dans le tourisme algérien présidée par la ministre du Tourisme et de l'Artisanat à la salle Dar El Jazair au Palais des Expositions à Alger. L'occasion de faire des échanges d'expertise dans le domaine de l'innovation numérique pour la promotion touristique et la dynamisation du mouvement touristique ainsi que la conclusion d'accords de partenariat. Et sur invitation du ministère du Tourisme, dans le cadre du Salon international du tourisme et des voyages, la capitale a accueilli des opérateurs touristiques étrangers. Ils ont ainsi bénéficié de tours exploratoires pour découvrir le potentiel touristique de l'Algérie dans l'objectif de le promouvoir à l'international. Reportage Walid Qadri, commentaire est signé Melika Blel. Ils ont parcouru le pays du nord au sud pour découvrir ses offres touristiques et les promouvoir à leur tour. Ces opérateurs économiques étrangers ont visiblement été séduits par la diversité naturelle et le riche patrimoine culturel de l'Algérie. Sur leur route vers l'Askrem, ces voyagistes ont été subjugués par la beauté des paysages, surtout par son coucher et son lever de soleil. Le ciel était nuageux au début et quand les nuages se sont dissipés, des rayons dorés transparaissaient, c'était magnifique. Au petit matin, nous avons eu droit à un lever de soleil exceptionnel. Ça, c'est mon première fois. C'est la première fois que je visite Tamanrasset. C'est une nouvelle expérience. L'air y est différent. Je suis très heureuse de visiter un endroit où les habitants cohabitent tout en harmonie avec la nature. J'aime beaucoup cet endroit, le paysage est magnifique. L'Algérie possède une histoire riche et des paysages à couper le souffle. Et c'est ce qui rend cette expérience unique en son genre. À chaque halte, les opérateurs touristiques sont émerveillés par leur découverte. Mais ce qui les a le plus attirés, c'est le côté authentique, jalousement préservé. J'ai voyagé dans de nombreux endroits à travers le monde et dans la plupart d'entre eux, l'accent est mis sur la présentation d'aspects commerciaux ou de nombreux projets modernes. Mais ici, il y a quelque chose de bien plus authentique. Tout semble véritable, profondément enraciné et d'une grande qualité artisanale.
Nous sommes ici à la recherche d'un produit touristique à promouvoir. Dans notre pays, nous portons un grand intérêt à l'histoire et votre pays a tant d'histoires à raconter. Je pense qu'au Portugal, nous sommes particulièrement sensibles à ce type de tourisme. Je parlerai de mon expérience à beaucoup de gens et je les encouragerai à vivre cette aventure à leur tour. C'est avec des messages de gratitude et d'espoir d'un retour que le voyage s'achève pour les opérateurs touristiques étrangers, avec comme dernière étape la capitale pour participer au Salon international du tourisme et des voyages. Un événement qui représente une véritable opportunité pour établir des partenariats avec des opérateurs touristiques locaux dans le but d'attirer davantage de touristes étrangers vers la destination Algérie. Et voici justement une destination très prisée par les touristes, Skikda, une ville qui attire chaque année des milliers de visiteurs grâce à ses plages et son cadre naturel. L'eau azurée et enlacée par le sable doré offre aux visiteurs un beau tableau, une invitation à la détente et à l'enchantement. Aïcha Boubrir et Hakim Kchout. L'été à Skikda est synonyme de soleil, de brise d'air frais et de farniente pour les milliers d'estivants qui viennent profiter de la beauté des 36 plages autorisées à la baignade. L'accès aux plages est gratuit. Il y a une très bonne organisation. Je souhaite seulement que ces conditions soient maintenues et respectées. Les familles viennent profiter de la plage en toute sécurité. Avec l'un des plus grands rivages en Algérie, Rusicada attire un très grand nombre de visiteurs qui viennent profiter de ces plages au sable fin, de ces criques fabuleuses et de ces paysages à couper le souffle. Skikda est la perle de l'Est du pays. Les touristes viennent de partout pour profiter de ces plages, de ces montagnes aux forêts luxuriantes. En plus, l'accès aux plages est gratuit. Il suffit juste de ramener son propre parasol pour passer une belle journée sans rien débourser. On trouve dans la wilaya de Skikda plus de 73 plages, dont 36 qui sont autorisées à la baignade durant cette période estivale. Il est requis des présidents des APC concernés de faciliter l'accès à ces plages et d'informer les estivants à travers des panneaux de signalisation en précisant que l'accès est gratuit. Les autorités locales ont mis en place tous les moyens humains et matériels pour assurer la réussite de cette saison, permettant aux vacanciers de passer de bons moments sur ces plages gratuites pour tous. Le club du Mouloudia d'Alger met à l'honneur ses anciens joueurs de basketball et anciens entraîneurs seniors filles et garçons lors d'un après-midi festif plein d'émotions à la salle omnisport de Haïdara. Sid Ahmed Bouraïb a été présent à cet hommage. De belles accolades et de chaleureuses retrouvailles, c'est aussi ça un jubilé. Au moment d'être honoré, Hamou Ben Chemmam était très ému, tout comme la famille de Ahmed Bounab, à qui on a rendu hommage à titre posthume. Ce qui me fait plaisir d'abord, c'est d'avoir retrouvé pas mal de joueurs et de joueuses de plusieurs générations que j'ai eu à diriger. Et ça clôture une grande carrière que j'ai pu avoir en tant que joueur, en tant que dirigeant, en tant qu'arbitre, en tant qu'entraîneur. Mais le plus important, c'est le côté éducatif. C'est une occasion justement de retrouver des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, des années 70, des années 80, des années 2000. Et ils ont fait leur chemin, ils ont créé leur famille. Et je suis heureux d'avoir apporté une pierre à leur édifice. Et pour moi, donc, c'est un honneur d'avoir été avec plusieurs générations ici. Ça m'a touché. Ça m'a touché pour la cérémonie Hadia. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. On demande Rahman, Inch'Allah, mon frère. On peut pas dire M. Ben Chemmam. Alhamdoulilah, on a bien passé la journée Hadia. C'est une famille de basket. كاع خواني الست كاع باسكت. خلقنا مع المولوديه في ستاد غاتو. ستاد غاتو كنا on habitait le stade Gâteau. Depuis le temps احنا في الباسكت jusqu'à présent. Pour l'occasion, 2 matchs entre anciens joueurs ont été organisés, un pour les femmes et un pour les hommes. On est là pour honorer M. Hamou Ben Chemmam, une icône du Mouloudia.
qui a fait les beaux jours du Mouloudia, qui a été président au niveau de la Ligue régionale, président de la fédération lors du directoire, qui est membre fondateur de la Ligue régionale, qui est une grande figure au niveau du Mouloudia. On est là pour l'honorer, ainsi que le défunt M. Bouneb, Allah yarahmou, qui est une grande figure aussi emblématique du basket algérien. Une occasion d'assister au jubilé de M. Hamou Ben Chemmam et aussi Allah yarahmou Farouk Bouneb. Une occasion aussi de retrouver les anciens et les anciennes. C'est un grand plaisir et au Farha Kbira, sans oublier que le basket c'est notre deuxième famille. Rendre hommage aux anciens sportifs, un devoir à perpétuer. Comme vous le savez, le Mouloudia Club d'Alger a des traditions pareilles qui ont été avant que nous de venir ici au Mouloudia. On a trouvé le Mouloudia avec ces traditions-là. On est obligé aujourd'hui de relancer ces traditions et d'être à la hauteur de ces gens-là qui ont donné au Mouloudia Club d'Alger. La fête était belle et les sourires n'ont pas quitté les visages des présents et la bonne humeur était également de la partie, tout ce que le sport peut procurer. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.